Bonsoir, cher capitaine, ou bonjour si vous êtes au Québec. Aujourd'hui, mon invité de l'émission Rencontre inspirante, la force d'un rêve, d'un projet est Marie-Pierre Michaud. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Saïda, merci beaucoup de m'inviter à ton émission. Merci à toi d'avoir accepté. Comment vas-tu? Je vais très, très bien. Vraiment, c'est un automne de feu pour moi, dans tous les sens, justement, parce que tout à l'heure, on parlait de quelqu'un en particulier. Et j'ai une espèce de boost d'énergie, plein de projets. Je vais un peu à droite et à gauche et je fais, comme on dit ici, je fais du millage pour aller donner des conférences sur les passeurs d'âme. Ça va très bien. Oui, du millage, c'est parce que les étendues sont vastes chez Oui, vous c'est ça. là-bas au Québec. C'est ça. Et pour aller presque à la ville à côté, il vous faut déjà 3-4 heures, si je me souviens bien. J'ai la chance d'être pas si loin de Québec, mais pour Montréal, c'est quand même 2 heures et demie de route sans arrêt là, par les autoroutes. Et là, j'arrive de la Gaspésie, d'un endroit qui s'appelle Chandler. Ceux qui connaissent un peu le secteur, c'est à une demi-heure de Percé. Je n'avais pas idée que c'était si près de Percé, que c'était vraiment si loin que chez moi, mais j'ai adoré. Les gens sont super, sont chaleureux. Une très belle expérience. 8 heures de route, mais ça valait le coup. En parlant d'expérience, justement, tu as accepté de participer à cette émission aussi parce que l'on se connaît, mais qu'est-ce qui t'inspire au-delà de ça pour t'être dit, OK, ça va, je participe à l'aventure de rencontres inspirantes, la force d'un rêve, d'un projet. Qu'est-ce que cela évoque pour toi? C'est le rêve et le projet. C'est deux mots-clés. Parce que des rêves, moi, j'en ai eu toute ma vie. J'ai la chance d'en avoir réalisé énormément, contrairement à beaucoup de personnes. Donc, je me compte chanceuse d'avoir pu faire aboutir mes projets aussi. J'ai pensé que c'était peut-être pour ça que tu m'invitais aussi. J'ai commencé à rêver il y a très longtemps. J'étais enfant, je rêvais de cow-boys, d'Indiens, de télévision, de Wow. radio, d'écriture. Et tu sais, bon, les cow-boys des Indiens, je suis allée les voir parce que je suis allée dans l'Ouest américain, dans l'Ouest sauvage. La radio, la télévision, j'en ai fait. L'écriture, j'ai quand même plusieurs livres, 2 qui sont plus connus parce qu'ils sont publiés au Dauphin. La télévision, ben, tu sais, comme tu sais, j'ai une émission sur le réseau Câble Action qui s'appelle Si une autre vie m'était comptée, que je suis chez Action depuis 10 ans maintenant. Et je pensais que je termine cette année, hein, c'est-à-dire en 2018. J'ai donné ma démission parce que, encore là, j'ai d'autres rêves. Ça fait 10 ans que je mets les autres en vedette, en valeur. J'essaie de donner notre place pour les faire connaître. Il y en a qui sont très connus, il y en a qui l'étaient moins. Et c'était ce que j'aimais le plus, c'est d'insérer les moins connus parmi ceux qui attirent le plus de téléspectateurs. Et puis, je me suis dit, il est temps de penser à moi. Les gens me connaissent comme animatrice, savent que j'ai écrit, mais ne savent pas que je suis médium, ne savent pas que je communique avec les défunts. Mais tout le monde ne sait pas que je donne des conférences. Alors, cette année, c'était de penser à moi. C'était ça mon grand projet. Alors, je reprécise, tes livres sont édités au Dauphin Blanc parce qu'il y a eu un petit bug et je ne sais pas si les téléspectateurs, les internautes, pardon, ont bien entendu. Donc, les livres sont édités au Dauphin Blanc. Oui, tu as réalisé plein de rêves. Comment t'y es-tu prise? Je dois dire que je suis une personne chanceuse de nature. J'ai eu, bon, comme beaucoup de monde, tu sais, on a tous eu des gros problèmes, soit à l'enfance, soit à l'adolescence. On a tous nos difficultés. Mais moi, je suis quelqu'un qui rêve énormément et qui croit beaucoup, qui a la foi. Et j'ai la foi en ce que je peux faire aussi. Et quand on est jeune, on pense, on a un rêve, mais on se dit, ça, au Québec à l'époque, du moins, ça pouvait être possible de faire de la télévision ou, ou d'écrire des livres, ou d'être écrivain. Quand tu as 12 ans, tu penses à ça, tu te dis, ben, au Québec, tu ne vas pas à Hollywood, tu sais, t'es fini. Mhm. Et puis, ben, tu sais, moi, j'ai commencé ça, la télévision, à 60 ans. Donc, les rêves arrivent parfois plus tard que prévu, mais ils arrivent quand même quand on y croit. Et quand on envoie ça dans l'univers,
Tu sais, le rêver, c'est comme inscrire un souhait dans l'univers. Alors, si tu rêves à quelque chose, si tu restes positif, si tu dis ah non, ça n'arrivera pas, il y a plus de chances que ça se produise. Mais quand tu dis ça s'inscrit dans l'univers, il faut tout de même aussi après se mettre en action. C'est pas juste. Non, absolument. Moi, j'ai c'est trop facile. Non, et je suis plus adepte du aide-toi et le ciel t'aidera. Nous sommes d'accord. Oui, c'est ça. Mais il faut poser des gestes, il faut chercher des solutions, il faut trouver des routes, des chemins, trouver des personnes et puis être prête à accepter que ça prenne du temps, que ça ne soit pas instantané. Et comment as-tu trouvé ces personnes? Comment as-tu dessiné ton chemin? De quelle manière t'y es-tu prise? Bon, j'ai commencé par des plus petits rêves, si tu veux. J'étais plus jeune. À l'époque, je rêvais d'aller à Disney parce que Disneyland, Disney World, le fameux Disney de mon enfance, n'a rien à voir avec le Disney des gens qui vont à Disney maintenant. Et c'était comme magique, hein? C'était la magie. Moi, la magie, là, ça m'a toujours inspiré. Et un jour, j'ai réussi à travailler un peu plus pour ramasser plus de sous pour pouvoir amener mon fils là-bas. Je suis allée avec ma soeur. Et là, c'était... Tu sais, les enfants avaient 5 ans et à peu près... la même chose. Tu sais, et eux, ils trouvaient ça beau. Mais ma soeur et moi, qui étions dans la trentaine avancée, on n'était plus enfants que nos enfants parce que c'était quelque chose qu'on avait vu, toi aussi, qu'on avait vu à la télévision. Tu sais, oui. C'était fou, là. On était vraiment comme des enfants. Je pense que ça nourrit. Juste ça, c'était la récompense, là. On en parle encore, ma soeur et moi. On se voit sur le bateau qui nous amène du stationnement. Bon, et là, on voit Goofy qui fait du ski. C'est fou! Excuse l'expression, comme on dit ici, on voit ça complètement, là, parce que c'est comme incroyable, impossible. Tu sais, en tout cas, c'était comme une sorte de rêve, si tu veux. Bon, ça a commencé comme ça. Ensuite, je rêvais d'aller, je lisais beaucoup, je rêvais d'aller voir ce qu'il y avait dans les îles françaises, la Martinique, la Guadeloupe. La culture. Moi, j'avais lu beaucoup le père Ambroise qui racontait ses histoires là-bas. Et puis, tout à fait par hasard, tu sais, quand il se passe quelque chose, j'étais à l'université, et puis, j'étais à Québec, ma fille me dit, qui étudiait là-bas, elle me dit, bon, écoute, ils ont besoin de personnes pour être des guides pour des groupes qui viennent ici. Alors, je suis allée avec elle et là, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré des familles martiniquaises et qui m'ont raconté l'histoire de l'île et tout ce qui me fascinait, moi, la fête des morts et tout ça. Et puis, bon, mais là, je suis allée avec mes enfants, mais là, c'était les 2 autres, les plus vieux. Alors là, j'ai fait un voyage là-bas avec mes enfants, c'était extraordinaire. Je suis arrivée là-bas, c'était comme dans les livres que j'avais lus. Donc, c'était aussi quelque chose qui était merveilleux pour moi. À travers ça, ça me donnait un peu d'énergie que pour les périodes qui étaient beaucoup plus difficiles à cette époque-là. J'ai eu des moments assez lourds. Et puis, j'ai parlé de l'université. À un moment donné, comme tout le monde, tu sais, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, j'ai fait autre chose que mes rêves. Et puis, mon mari, s'est séparés, le divorce est arrivé. Et là, j'ai décidé de retourner aux études, compléter certaines études. Et je suis allée à l'Université du Québec à Montréal, à l'UQAM. Et j'ai fait ce qu'on appelle ici, qui est un peu différent d'avec vous, mais ce qu'on appelle le bac. Bon, le bac et la maîtrise, là, ce qu'on appelle la licence. Bon, j'ai même fait les études de doctorat. Et puis un jour, je me suis assise, puis je me suis demandé, bon, où est-ce que j'en étais? Mes études de doctorat s'étaient complétées, il restait ma thèse. Ça allait bien, mais je me demandais pourquoi je continuerais. C'est pas ça que je voulais faire. Moi, je voulais écrire. Je n'avais pas l'intention d'enseigner à l'université. Je n'avais pas l'intention d'enseigner au cégep. Donc, je me suis dit, OK, là, tu t'es prouvé à toi-même, parce que ça aussi, c'est un rêve. C'est un rêve, les études. J'aimais ça, j'aimais les études, mais toutes sortes de choses sont arrivées dans la famille. J'ai été obligée de cesser mes études, d'aller travailler. Et là, j'ai réalisé que c'est un rêve. J'ai obtenu mes diplômes universitaires et je suis allée étudier en création littéraire parce que je voulais écrire.
On n'est pas obligé d'aller à l'université pour écrire. Mais moi, je voulais apprendre la bonne manière tout de suite. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et ça a ouvert des portes. Et si je puis me permettre, tu avais quel âge quand tu as repris tes études et que tu as J'avais fait ta licence? 4 ans. Et tu avais tes enfants? Oui, j'avais 3 enfants. J'avais une fille qui entrait au cégep, un garçon qui était pour aller au cégep l'année suivante et un petit garçon qui était ce qu'on appelle ici le primaire, secondaire. Mm-hmm. Donc, finalement, il n'y a pas d'âge Non, il n'y a pour pas d'âge. reprendre ses études, il n'y a pas d'âge pour réaliser des rêves. Mais ici, excuse, tu permets, mais je pense qu'ici, on a plus cette possibilité-là. Les gens, les adultes qui retournent aux études, c'est bien vu, alors que dans d'autres sociétés, c'est moins bien vu, c'est moins bien accepté. On a cette chance-là au Québec de pouvoir aller étudier parce que pour toutes sortes de raisons là, on doit laisser, on retourne plus tard. Alors, je trouve qu'on est chanceux pour ça. Et comment tu as géré le fait d'avoir des enfants? Parce que souvent, ce qui empêche les gens de... Ce sont les excuses en tout cas qui sont avancées. Ce qui empêche les gens de réaliser leur rêve, c'est cette partie responsabilité. En tant que maman de 3 enfants, comment as-tu trouvé la force, le temps de prendre du temps pour toi, que ce soit les Non, études ou je n'ai pas pris de temps pour moi. Je n'ai pas pris de temps pour moi. Pour moi, c'était simple parce que les enfants étaient à l'école. Les plus vieux étaient capables de s'organiser. Le plus jeune, quand les autres revenaient de l'école, ils étaient là si j'arrivais plus tard parce que j'allais aux études de jour. Je faisais 2 heures d'auto le matin pour me rendre à Montréal, 1 heure et demie pour me rendre à Montréal. J'allais étudier et je choisissais mes heures en fonction des heures, mes cours en fonction des heures de mes enfants. Et comment on réussit tout ça, je ne le sais pas parce que j'ai fait un burn-out. Oui, à la maîtrise, j'ai fait un burn-out. C'était trop. Parce que j'avais les enfants. Là, les enfants avaient vieilli au moment où j'étais rendue à la maîtrise. J'étais séparée. Le plus jeune était avec son père. Et moi, je travaillais 30 heures en 3 jours. Et j'avais mes cours, j'avais 6 cours par session parce que je voulais terminer le plus tôt possible parce que tu ne veux pas rester aux études trop longtemps. Et mon corps a dit non. À un moment donné, j'ai craqué, j'ai fait un là, burn-out. c'était plus jouer à Wonder Woman. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce que là, je voulais m'occuper quand même des enfants à travers ça. Et je me suis ramassée à l'hôpital après une tentative de suicide. D'accord. Et comment t'es-tu relevée alors de cette expérience-là? Comment as-tu fait pour te reprendre en main? C'est difficile à dire. Un jour, quelqu'un a dit de moi que j'étais comme un chat. Je retombe toujours sur mes pattes et c'est assez rapide. De par ma nature, le fait là, d'attendre, d'être dépressive, c'est pas moi. C'était le burn-out. C'était vraiment parce que c'était trop. J'ai frappé le mur. Je savais plus comment arrêter et ça, c'était ma façon d'arrêter. J'ai passé un été. Bon, j'ai perdu la fin de ma session, mais je me suis arrangée avec mes professeurs. Tout l'été, c'est-à-dire j'ai pris 1 mois et demi de congé, puis j'ai recommencé à travailler tranquillement. Mais je travaillais à un autre rythme et je me reposais. Et j'ai remonté la pente comme ça. Parce que j'avais des idées, j'avais des projets et je ne voulais pas perdre de temps. J'avais encore cette notion-là de j'ai pas de temps à perdre à cause de l'âge aussi. Tu sais, il n'y a pas d'âge, mais il y a quand même un âge où il faut vivre avec. Et à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi d'en faire un peu moins à la fois. J'ai pris moins de cours à l'université, travaillé un peu moins. J'avais un peu moins de sous, mais je pouvais me reposer quand même. Tu t'es donné des priorités. C'est ça. J'ai changé ma façon de faire. Je suis revenue à Québec parce que j'étais à Montréal pour étudier. Donc, en étant à Québec, j'étais plus près de mes enfants. Je n'avais pas à faire la navette Montréal-Québec régulièrement. Ouais. Déjà que ça me sauvait un petit peu de temps à ce moment-là. Et qu'est-ce qui a démarré? C'est l'écriture? C'est ton expérience à la télé?
C'est vraiment l'écriture. Bon, tu es en train de t'étouffer, j'avais envie de t'offrir mon verre d'eau. J'espère que tu as ça près de toi. Alors, c'était l'écriture. J'avais choisi la création littéraire. J'ai fait un mémoire en création. Mémoire à caractère anthropologique avec des personnages un peu particuliers. C'est une femme qui a certains pouvoirs. C'est pas d'aujourd'hui que je suis dans ce domaine-là. Donc, j'ai donné des pouvoirs comme ça à mon personnage. J'ai eu mon mémoire et puis j'ai écrit une suite à ce livre-là. En fait, j'ai écrit trois romans anthropologiques, si on veut, mais qui ont été publiés, qui sont vendus, qui n'ont pas été réédités pour toutes sortes de raisons, mais à 1000 exemplaires chacun, c'est quand même pas si mal. Et parallèlement à ça, je suis allée voir à la télévision communautaire à Québec et j'ai offert un projet pour une émission sur les livres, sur la littérature, pour faire connaître les gens au départ de la région de Québec, les auteurs de la région de Québec, et par la suite les autres. J'ai fait des chroniques de livres, j'ai fait des entrevues. Dans ma ville, c'est Val-Bélair, mais maintenant, ça fait partie de Québec, mais à l'époque, c'était Val-Bélair. J'ai offert de faire un café littéraire là-bas. Alors, je me suis impliquée beaucoup dans le milieu de la littérature. Et c'est comme ça. J'ai fait quand même une centaine d'émissions de télévision à la télévision communautaire. À l'époque, ça s'appelait Télécom 9. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié l'expérience et ça m'a fait rencontrer aussi beaucoup d'auteurs dans les salons du livre. Vraiment, c'était enrichissant. Et puis, bon, ça s'est arrêté et moi, j'ai continué l'écriture. Mon mari était en fin de carrière. Nous avons déménagé dans la Beauce. Et un jour, il y a une petite annonce dans le journal qui demandait des gens pour la télévision en Beauce, qui était pour avoir une télévision locale. Et moi, j'ai pas voulu. J'ai dit là, je pense que j'ai passé mon temps, l'âge et tout ça. Mon mari n'était pas d'accord. Alors, il a envoyé mon CV. C'est lui qui a envoyé le CV. Oui, André a envoyé le CV. Et on m'a téléphoné et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la chronique littéraire en Beauce. Et puis, bon, ensuite, quelques années après, j'ai eu mon émission. D'accord. Et là, ben, c'était l'écriture aussi, autre chose. Donc, André, il croyait plus que toi ou te voyait bien faire ce genre de... Ouais. Lui, il savait que j'étais capable de le faire, mais moi, ça a toujours été le « Ah, ben là, je suis pas certaine. » Tu sais, pourquoi c'est pas des jeunes qui font ça? Et encore là, je vais te dire, je viens de quitter là, la télévision. On m'a offert si je voulais continuer à faire de la chronique, mais j'ai dit non. Mais je me dis, pourquoi les jeunes ne vont pas dans les télévisions locales ou les télévisions communautaires? Pourquoi ils ne font pas des pas pour devenir chroniqueurs, apprendre leur métier de cette façon-là, puis faire découvrir la littérature? À un moment donné, c'est beau, là, OK, j'ai l'expérience, je suis capable de le faire, mais la relève, elle est où? C'est ce que j'aurais aimé avoir là-bas. Mais bon. Ça va venir. Dis-moi, tu as évoqué le fait que tu étais médium, que tu communiquais avec les défunts. Est-ce que ça a été un atout ou un frein pour réaliser tes rêves? Est-ce que les gens te regardaient bizarrement ou pas? Ben, comment on m'a regardé bizarrement, ça ne m'atteignait pas. D'accord. Moi, ma personnalité est pas, je me laisse pas. Je viens d'une famille où, je dois dire, où il y en a plusieurs qui sont médiums. Donc, ça se parlait chez nous, c'était normal. Enfant, maman ne voulait pas parce que c'était la religion. Quand tu as 4-5 ans au Québec, dans les années 50, tu ne parles pas de ces choses-là. Mais ma grand-mère, qui était décédée avant que je vienne au monde, en 46, faisait des cartes à la maison. On appelait ça faire un 24 heures ou quelque chose. Ça a toujours été dans la famille. Donc, je n'ai pas été brimée dans ça. J'étais regardée un peu bizarrement par les autres, mais ça me touchait pas, ça. D'accord. Et alors, par rapport aux personnes qui se laissent atteindre par le regard des autres, quel conseil est-ce que tu aimerais leur donner, quels que soient les domaines d'activité? C'est difficile de donner un conseil ou de suggérer. Il y a une chose qui m'a toujours motivée, c'est le non-jugement. J'ai
tellement été jugée personnellement, et ma sœur aussi, un de mes frères aussi, à cause de notre famille qui était dysfonctionnelle. Et moi, j'étais adoptée par mon parrain et ma marraine, qui était aussi dysfonctionnelle. Donc, le jugement, j'y ai fait face toute ma vie. J'ai été capable de me faire une carapace. Et je crois que c'est ça. J'ai cette facilité de me faire une carapace pour que ça ne m'atteigne pas trop. Mais je comprends très bien que tout le monde n'a pas cette capacité-là. La fragilité, là, moi, je l'ai laissée à l'intérieur et j'ai construit un château de forteresse autour. Et c'est moi qui décide quand ça va sortir ou quand ça ne sortira pas. Voilà, concrètement, cette fragilité que tu gardes, ces émotions qui tourbillonnent alors en toi, concrètement, est-ce qu'à un moment donné, ça explose ou tu as trouvé un moyen de les laisser couler Oui. autrement? Ça a explosé très souvent, très longtemps, jusqu'au jour où je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je passe ma vie à m'asseoir sur une chaise, à m'apitoyer sur mon passé, sur ce que les gens pensent de moi, ou si je fais autre chose? Et comme j'ai une personnalité qui fait que je suis fonceuse, même si c'est difficile, même si je tombe par en dedans, je vais foncer quand même. Et je me suis dit non, c'est pas vrai qu'on va m'écraser comme on a tenté de le faire alors que j'étais enfant ou parce que je suis la fille de et parce que je suis la nièce de. Non, c'est pas vrai. C'est pas comme ça que je vais vivre ma vie. Je vais la vivre comme j'ai envie de le vivre. Mais comme je te dis, je crois que c'est une question de personnalité aussi. Et du coup, alors, comment est-ce que tu as, toi qui es maman, comment est-ce que tu as enseigné ça à tes enfants, se défaire du regard des gens, de la peur des autres? Je ne sais pas si je l'enseignais. Qu'est-ce que tu leur as transmis de ton caractère à ce niveau-là? Ben, c'est de foncer. Tu veux quelque chose, prends les moyens, prends le bon chemin, va chercher les outils et vas-y. Tu es capable. Si les autres le font, tu es capable de le faire toi aussi. Il n'y a pas de raison que toi, particulièrement, tu ne sois pas capable de faire ces pas-là si les autres le font. Alors, c'est cette façon-là. Et je les regarde aller et chacun a fait selon ce qu'il avait envie, selon son caractère, selon leur goût. Alors, je suis assez fière de mes enfants. Et des petits-enfants aussi qui ont aussi des tempéraments assez... Oui. Ah oui, c'est... Ils tiennent de mamie? Oui, un petit peu. Il doit retenir un peu de tout le monde, mais disons que des fois, mon fils me parle de la petite, là, la petite Léa, que je parle souvent, puis il me dit, oh, elle a un peu de la grand-mère, celle-là. Je pense que oui. Quand elle veut quelque chose, elle y va, oui. Oui. D'accord. Tu parlais de jugement, tu parlais de peur, de crainte. Et juste avant qu'on démarre l'entretien, tu m'as montré un bracelet qui se trouve là au-dessus de ta commode. Oui, le Firewalker. Firewalker. Alors, tu as fait ça avec... Oui, on va voir le livre à l'envers, probablement. Je ferai une photo, je vous l'incrusterai dans la vidéo. Mais donc, c'est l'homme qui marche sur le fil, Jean-Pierre Baudouin, qui a lui-même fait cette formation avec Tony Robbins. Mm-hmm. Pourquoi avoir... qu'est-ce que cela t'a apporté? Pourquoi avoir vécu cette expérience? Il y a des gens pour qui, tout à coup, on est un petit peu... il y a quelque chose qui nous rejoint. Alors, je vois le livre, c'est publié au Dauphin Blanc, hein, par Alain Williamson. Donc, un jour, je reçois ce livre-là. Et j'entends parler par des amis, Diane Boucher et Peter Clairin, que tu connais, que les gens en Belgique connaissent aussi, avaient fait la marche sur le feu, en avaient parlé, Annick Laprate en avait parlé. Et ça m'intriguait. Et je devais y aller à Sherbrooke, mais c'est quand même aussi les distances de 2h30 de route. À la nuit tombée, j'ai une très mauvaise vision nocturne, donc c'est pas bon pour moi. Mais j'avais parlé avec Jean-Pierre, j'avais dit, si tu viens à Québec, j'aimerais ça. Et puis, entre-temps, le livre est sorti et j'ai lu le livre, je l'ai reçu à mon émission. Et là, Saïda, j'ai fait une vraie groupie de moi-même. J'en ris, là, au point où Jean-Pierre, il y a une groupie. me dit,
ben Marie-Pierre, je vois pas, tu t'en vas là avec tes questions. J'ai dit, inquiète-toi pas, moi je le sais où je m'en vais. Mais je voulais lui dire à quel point j'étais emballée par son livre. Parce que Jean-Pierre est quelqu'un qui a beaucoup d'audace, qui est très connu dans la région, qui était connu au Québec pour son travail dans le domaine des spectacles et tout ça à Sherbrooke, entre autres. Et puis, j'ai lu son parcours et ça m'a touchée de voir jusqu'où il pouvait aller et comment il s'était repris en main et qu'il était devenu, comme il le dit lui-même, et j'adore l'expression, une meilleure version de lui-même. Et j'avais envie d'essayer ça, la marche sur le feu. Et là, ben, c'est arrivé. Et j'ai invité mon fils, le plus vieux de mes fils, qui venait avec moi. Je lui ai offert ça. Et j'ai dit, on va y aller ensemble. Et là, on est allé marcher sur le feu. Évidemment, on a toutes sortes de craintes. Ben, la crainte du feu, moi, j'ai déjà été brûlée, surtout l'avant-bras ici. Mon vêtement avait pris en feu. Bon, une histoire, j'avais 14 ans, j'ai encore la cicatrice. Mais je me suis dit, c'est autre chose. J'ai envie d'essayer ça parce que je voyais les fakirs, parce que je suis quelqu'un qui a envie d'essayer des choses particulières. Je te dirais que c'est plus facile pour moi d'aller marcher sur le feu que de sauter en parachute. Ah oui. Tu vois, oui, c'est ça. J'ai tellement de vertige que je pense que j'aurais les yeux fermés tout le long, alors ça ne donnerait rien. Et je suis allée marcher sur le feu. Et oui, c'est chaud. Et oui, on les voit, les braises. On voit le feu, on le sent, la chaleur. Et c'est pas truqué, là. C'est réel. Et mais encore là, tu sais, l'ego, là, tu sais, qui dit, là, ta tête dit, ben là, tu vas pas aller marcher sur le feu, là, tu sais. Ça fait que j'ai dit à Jean-Pierre au moment, j'ai dit, je veux le faire. Ça fait 1 an que j'attends après ça. Mais ma tête, là, elle me dit pas y aller, là. Fait qu'il me dit, fuck la tête. J'ai dit, oui, c'est ça, fuck la tête. Puis je l'ai foncé, je suis partie, j'ai marché sur le feu. Petite parenthèse pour les amis européens, fuck la tête, c'est tire-toi, dégage la tête, laisse-moi vivre là maintenant. Le mental, tu te tais. C'est ça. Oui, c'est vrai, parce que c'est pas la même chose. Et là, j'ai traversé sur le feu et j'étais tellement... Quand tu as passé le feu, tu as des ailes. Là, j'aurais traversé le monde entier à pied, je crois. Tu sais, l'énergie que ça donne, la capacité d'avoir bravé quelque chose qui est incroyable. Là. Tu marches réellement sur le feu, sur les braises. Ben, ce sont des braises, hein. Il y a... comment je dirais ça? C'est pas le feu, là, des morceaux de bois qu'on fait brûler. Ce sont des je sais plus comment on appelle ça. En tout cas, ceux qui connaissent ça, iront lire sur la marche sur le feu. Mais ça chauffe à 1200 degrés. On marche vraiment pieds nus sur du feu à 1200 degrés. Il faut l'avoir dans la tête qu'il faut le traverser, ça. Et à la suite de ça, j'avais mis sur ma page Facebook, parce que j'étais allée fouiller un peu pour savoir ce que c'était après, pas avant, après. Et Oprah Whitney est allée passer, que j'ai dit ça, pas Whitney, Oprah Whitney, excuse-moi, elle a fait la marche sur le feu. Et j'ai ri parce que à la caméra, on la voit faire. Et j'ai dit, elle a fait les mêmes gestes, les mêmes choses. Je pense que tout le monde va avoir le même type de réaction. C'est extraordinaire. Et tu vois, ça m'a donné le goût de continuer, de faire des choses, de ne pas me laisser arrêter par l'âge, de ne pas me laisser arrêter parce que on a toutes sortes de peurs à un moment donné. En vieillissant, on se demande si on est à notre place aussi. Là, il y a plein de trucs comme ça. Et là, j'ai eu le goût de foncer et d'aller plus loin. Et c'est ça que ça donne, de braver des peurs, des craintes, de se donner la chance. C'est ça le cadeau de cette marche sur le feu. Oui. C'est une fois qu'on a surmonté cette peur quasi primitive du feu, on peut tout faire, ou presque. Oui, mais tu vois, la marche sur le feu, ça fait 1 an que je l'attendais. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'avant, on nous fait faire d'autres petites choses, hein? Et donc, briser notre flèche avec notre gorge ici. Oh, ça, c'est vraiment le pire. Moi, j'ai trouvé ça... Pire que le feu. Oui, moi, j'ai trouvé ça pire que le feu. Parce qu'il y a ce petit bout de flèche ici, là, c'est en métal.
Et Ah, c'est quand la même. métal, oui, oui, c'est arrondi. Oh, j'aurais dû la sortir, je ne savais pas qu'on en parlait, alors je l'ai gardée. C'est la partie métal, on la met là, et la partie avec les plumes, si tu veux, est appuyée. Il faut donner un coup pour la casser rapidement. Et moi, je ne l'ai pas fait tout de suite. Ça m'a pris 2, 3 fois. Donc, plus tu prends du temps pour le réaliser, plus la part s'installe, hein, le mental embarque. Mais je l'ai fait. J'étais bien contente. Mais j'étais plus contente de. Je me demande, ben, j'étais excitée d'avoir fait la marche sur le feu et encore estomaquée d'avoir cassé la flèche comme ça. Et ton fils, parce que tu nous as dit qu'il t'a accompagné, comment il a vécu ces moments-là? Lui, oui, ben, je pense que ça lui a donné des ailes aussi. Parce que tu peux pas t'imaginer que tu vas cracher une flèche comme ça et que tu vas marcher sur le feu. Et il est dans la quarantaine maintenant, là. Il s'approche de la cinquantaine, là. Les enfants s'éveillent. Et je pense que d'avoir posé ces gestes-là lui montre à lui aussi qu'il n'y a rien qui arrête. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Quand tu as marché sur le feu, il n'y a rien qui peut t'arrêter. C'est impossible. Là. Qu'est-ce que ça sera la prochaine expérience? J'aimerais refaire une expérience particulière, en tout cas de ce genre-là, avec Jean-Pierre, parce qu'il donne des ateliers. Et peut-être l'an prochain, j'irai faire un atelier de 2, 3 jours pour essayer des choses un peu plus hard, si on veut. Oui, C'est déjà pas mal le feu et la. Je oui. ne Oui. pensais pas que c'était vraiment en métal, la flèche. Du coup, Oui, ben, la flèche est en bois, mais le bout est en métal. Tu sais, c'est le bout que tu mets mais sur ça ton. arrondit quand même, hein? C'est pas une flèche pointue, là, avec très, très. Ah, quand même. Quand même. Oui, elle appuie là, sinon, celle-là, quand même, elle va transpercer, là. C'est quand même sécuritaire, hein? Tu disais que tu as encore plein de projets, plein de rêves. Euh, Est-ce que c'est un besoin de te sentir en vie? Est-ce que c'est le besoin de donner du sens à la vie? Qu'est-ce qui te pousse à vouloir réaliser tous ces projets? C'est pas de donner un sens. Ma vie a un sens. Mhm. C'est simplement de. C'est pas dans ma nature de m'asseoir. C'est ça qu'on se disait, là. Mon mari est plus vieux que moi un peu. Et on se disait, à notre âge, là, il y a nos parents là, s'assoyaient sur une chaise, regardaient passer les trains, les autos, les vaches, peu importe, tu sais, en se berçant. Nous, on n'a pas le temps. On a toujours plein de projets, dont le projet d'aller te voir, si c'est possible, à l'automne 2018. Là, ben, en fait, ça va être possible parce qu'on a plein d'autres idées, parce que tu comprends que quand on a plein d'idées comme ça, il y a autre chose qui s'ajoute. Mais je pense que je vais avoir des projets où je vais réaliser des choses jusqu'à la toute fin. Là. Je ne me vois pas m'asseoir, rien faire. C'est une question de nature, je crois. Et puis, je peux dire que je suis un peu hyperactive, ça aide. Et tu aimes vivre, tu aimes Oui, savourer la vie, oui, l'explorer. oui. On aime sortir, on aime aller voir ce qui se passe ailleurs, être curieux de la vie, de voir ce qui se passe dans les autres cultures, dans l'alimentation, dans les repas, essayer des choses. Tu vois, donc, plein de projets. Là, on a un nouveau projet. Là. On a commencé ça cette année. Avec les garçons, on a acheté un terrain, on se reconstruit un petit chalet. C'est une place où on va tous ensemble de temps en temps. On ne peut pas être tout le monde ensemble tout le temps, mais quand on peut être là ensemble, ça fait des beaux projets avec les enfants, avec les petits-enfants, le chien. On s'amuse. C'est vraiment, c'est beau la vie. Oui, elle est belle la vie. Et puis j'ai vu les photos de l'endroit dont tu parles. Oui. Waouh! C'est la vraie nature. Oui, 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 Ouais, oui. c'est magnifique. On approche tout doucement de la fin. Est-ce qu'il y a des personnalités qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent dans la réalisation de tes projets où tu te dis, oui, moi aussi je suis capable de. Ben, tu vois, ici au Québec, il y a quelques années, et c'est encore comme ça, il y a une femme que j'aime beaucoup qui s'appelle Lise Wattier. Lise Wattier qui a créé des produits de beauté, des parfums, neige et tout ça, qui était une jeune femme qui avait des idées, des rêves et qui prenait les moyens pour les atteindre. Elle a fait de la télévision. C'était un modèle pour moi, cette personne-là. À part ça, ben, il y a dans les livres.
tu sais, il y a des auteurs, le passé, les gens qui ont réalisé. Moi, j'aurais voulu être astronaute. Tu vois, alors, tu sais, tout ce qui touche, tout ce qui entoure ce domaine-là, oui, c'est ça, l'univers, les étoiles, j'aime ça. Il y a des gens qui vont, qui croient ce qu'ils sont et qui vont jusqu'au bout, peu importe ce qu'ils se disent. Entre autres, je vais le nommer, c'est Jean Cazot. Jean Cazot, ici au Québec, qui est un ufologue, qui était un homme de radio très, très longtemps et qui écrit des livres qui sont des best-sellers et qui, lui, là, que les gens, ils croient, ne croient pas, il s'en fout un peu parce que sa mission, c'est d'éclairer, donc il le fait. C'est un homme assez controversé, mais c'est des personnes comme ça, des personnes qui font des trucs hors des sentiers battus, que j'aime beaucoup. Et qui s'assument pleinement. C'est ça, exactement, c'est ça. D'accord. Est-ce que tu aimerais, on va clôturer là-dessus, parce que sinon on pourrait encore continuer des heures. Est-ce que tu as un conseil, des trucs ou astuces à partager avec les internautes avant de leur dire au revoir? Je pense que ce que je pourrais dire, lisez. Allez chercher dans les livres les connaissances que vous n'avez pas. On n'est pas obligé d'aller chercher des diplômes à l'université si on n'a pas la capacité, les moyens financiers, le temps et les organisations, surtout quand on a de jeunes enfants. Mais tout est dans les livres. On apprend tellement. Moi, au début, tu sais, mon désir d'étudier, au début, je n'ai pas pu le concrétiser, mais je lisais énormément. J'étais un vrai rat de bibliothèque. Et c'est comme ça. Allez vers ce que vous aimez. Puis si les gens ne sont pas d'accord, ne laissez pas les gens qui vous jugent éteindre vos rêves. C'est important, ça. C'est important. Et puis, en lisant, c'est le moyen le plus facile aussi de mieux se découvrir, parce que ça ne coûte pas trop cher, les livres. On peut les louer en bibliothèque aussi. Et ainsi, on peut mieux découvrir ce qui nous fait vibrer que de se lancer comme ça dans une formation ou dans des études. On ne sait pas trop lesquelles choisir, on n'est pas certain que c'est ce qui nous correspond. Tandis qu'un livre, on lit. Le thème nous intéresse, on va lire plus sur ce thème-là. Le thème ne nous intéresse pas, on va se diriger vers autre chose. Ça permet de plus affiner au départ de manière moins coûteuse. Et puis, si vraiment, à un moment donné, ça fait juste qu'on doit se plonger là-dedans, comme tu dis, on va trouver les ressources pour faire les études ou pour faire les formations ou que sais-je d'autre. Ou quand on a l'occasion et le temps, c'est d'aller assister à des conférences à des gens qui nous inspirent. Moi, ici, Sylvie Ouellette a été une personne qui est encore quelqu'un que j'aime énormément, que j'ai beaucoup lu. Je suis allée à des formations, j'ai pris plusieurs formations avec elle. Il y a plein de gens comme ça qui nous apportent énormément. Thérèse Gagnon, qui raconte sa vie et on voit tout son chemin, comment elle s'est sortie de difficultés pour devenir la femme forte et la femme qu'on connaît bien, hein, avec le salon qui a créé le salon du Musée international du Musée de Lévis, qui a une belle boutique ésotérique. Il y a des personnes comme ça qui sont marquantes dans une vie. Et quand on a la chance de les rencontrer, ben, tu sais, les héros ne sont pas tous à la télévision, dans les films. Hein. Ils sont beaucoup plus près de nous qu'on peut croire. Autour de nous. Oui. Eh bien, Marie-Pierre, un tout grand merci pour cet entretien. Les gens peuvent aller sur ta page. Je vais te montrer le titre ici sur la vidéo. Tu as un site? Il est en construction. Il arrive tellement de choses que je n'ai pas le temps. Je n'ai même pas le temps de finir mon livre. D'accord. Je vais vous mettre aussi le nom de la maison d'édition Dauphin Blanc pour que vous puissiez retrouver certains de ces livres. Et puis Marie-Pierre, on se donne rendez-vous en automne 2018. Oui, probablement. Oui, ça me fera plaisir. Donc, tenez-vous au courant, cher capitaine, en vous abonnant à la newsletter d'Osez-vous ou en vous abonnant ici à la chaîne YouTube. D'ici la prochaine émission Rencontre inspirante, la force d'un rêve, d'un projet, je vous souhaite de prendre bien soin de vous parce que vous le méritez. À toi, Marie-Pierre. Merci beaucoup. Alors, poursuivez vos rêves
créez-en. Quand ils sont atteints, ben, trouvez-en d'autres, il y aura toujours des rêves. Au revoir, Marie-Pierre. Merci.